Merci beaucoup. Alors, cher Président, vous m'avez pas fait un cadeau quand vous m'avez confié la conclusion. Mais bon, je l'ai accepté, donc j'assume. Je passe sur la difficulté qu'il y a à conclure une intervention, une longue après-midi. Le public, enfin celui qui reste, hein, parce qu'une large partie est déjà ailleurs, en train de voguer vers d'autres aventures, mais le public qui reste est fatigué. On lui a infligé de longues séances assez denses, c'est le moins qu'on puisse dire, et plusieurs de celles que nous avons eues ont été très denses. Et puis en plus, il faut que moi je vienne ramener ma fraise pour essayer de ramener un petit peu tout cela. Avec trois handicaps un petit peu ponctuels, alors au-delà des erreurs, enfin des difficultés inhérentes au boulot de concluant de colloque. Première difficulté, c'est pas un scoop, vous l'aurez deviné avec mon nom, je ne suis pas musulman. Ce qui vient, je crois même, enfin j'ai remonté ma généalogie jusqu'au XIIIe siècle, je ne l'ai pas encore trouvé, mais ayant des origines catalanes, il est probable qu'à un moment ou à un autre j'y retomberai, donc je serai à peu près absolu de ce côté-là. Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'évidemment, parlant en prétendant de personnes aussi éminentes en milieu musulman, j'ai vraiment, franchement, l'impression d'être totalement béotien. Deuxièmement, deuxième handicap par rapport à ce sujet, c'est que c'est un sujet sensible. On le savait déjà en arrivant, hein, on en a eu la confirmation avec la manière dont se sont déroulés un certain nombre d'échanges, surtout quand il y a quelques poils à gratter qui sont jetés, à bon escient d'ailleurs, sur les sujets. Troisième élément, c'est qu'il y a eu un certain nombre de prises de position, pas forcément toutes provocatrices, qui ont été, on va dire, assez fermes, mais je profite un petit peu, j'abuse peut-être, de la place du concluant pour dire que leur pertinence a parfois été inversement proportionnelle à la force et au côté spectaculaire de la manière dont elles ont été affirmées. Ceci pour dire que ça a tendance un petit peu à tirer le débat vers le bas. Alors il faut quand même que je conclue, puisque, cher Président, c'est ce que vous m'avez demandé de faire. Je vais essayer en tout cas d'éviter ce qui se fait souvent dans les conclusions de colloques, où on repasse en révision tout ce qui a été déjà entendu, et qui alors là finit d'achever définitivement le public présent. Je vais essayer de tirer un petit peu, de prendre un peu de recul. Je crois que, pour ma part, je vais retenir de cet après-midi trois choses. Et je crois que si nous mémorisons et si nous conservons à l'esprit ces trois grandes idées, ces trois grands axes, on n'aura peut-être pas totalement perdu notre temps, et en tout cas on l'aura valorisé. Premier axe, c'est que, même si ça doit faire pousser des boutons à certains, mais la plupart de ceux chez qui ça aura fait pousser des boutons sont partis, donc je suis à peu près tranquille. Premier axe, l'islam appartient pleinement à la nation française. On ne va pas rentrer, on ne va pas résumer Renan et rentrer ce que c'est qu'une nation, mais enfin, la nation française, c'est quoi? C'est une succession de strates, de constructions historiques, politiques et religieuses. Et j'insiste sur le « et » religieuse, et on mettra, même s'il ne s'entend pas à l'oral, en S à religieuse, parce que dans ce religieuse, il y a la foi catholique, la foi protestante, la foi israélite, que je ne savais pas trop où placer chronologiquement par rapport aux autres, parce qu'elle a été très importante avec le lien français, et puis la foi musulmane. La foi musulmane qui est entrée, n'en déplaise à celui qui fut éphémèrement mon voisin et qui, après avoir beaucoup critiqué ceux qui partaient avant, sont lui-même partis avant la fin, n'en déplaise cela, la foi musulmane, elle est pleinement entrée dans l'histoire de France, dans l'État français, dans la société française, au XIXe siècle. Alors, je veux bien que les musulmans sont arrivés au IXe siècle, ont été chassés par Charles Martel, etc. Je veux bien que les Visigoths ont eu à se battre contre les musulmans en Septimanie durant les XIe et XIIe siècles. Enfin, ça ne nous fait pas un ancrage à la société française. L'entrée de l'islam dans la société française, le moment où l'État français a eu à se préoccuper de l'islam parce qu'il avait des sujets, je mets entre guillemets, puisque c'était une république à ce moment-là, musulman, ça a été à partir du XIXe siècle, à partir de l'épisode colonial. Alors oui, bien sûr, ça fait pousser des boutons de dire que c'est lié au phénomène colonial, et c'est quand même quand on a débarqué en Algérie, c'est quand même quand on est allé dans certains territoires africains qui étaient musulmans, que l'État a eu à se préoccuper d'interlocuteurs qui étaient des interlocuteurs musulmans, et dont il ignorait tout. Il faudra attendre, je crois, les années 30 pour voir arriver le premier député musulman, et encore, était-ce un député musulman converti? Je n'étais pas un musulman allogène de départ. Il faudra attendre
les assemblées de la 4e République représentant les territoires colonisés, pour que, enfin, et en voie d'indépendance, pour qu'il y ait des députés autochtones musulmans. Donc oui, l'islam appartient à la nation française, et cette appartenance, elle voit numériquement le nombre de personnes croître, pour tout un tas de raisons. Les conversions, l'immigration, M. Gourevitch a rappelé dans son intervention toutes ces étapes-là, ce nombre croît. Donc l'État doit s'en préoccuper, forcément. Et comme tout phénomène récent qui croît numériquement, il provoque du rejet. C'est un constat. Bien évidemment, ce rejet est totalement absurde, mais il est naturel. Je ne lui mets pas de côté ni péjoratif, ni laudatif. Je dis qu'il est naturel dans tout corps social, quand un corps différent arrive et numériquement croît, forcément il provoque du rejet. Ce rejet, c'est celui qui a donné lieu à pas mal de conférences et pas mal d'interventions aujourd'hui. Il se fait dans le cadre d'une laïcité qui est mouvante. Jean-Michel Vernochet nous l'a rappelé lors de sa conférence en début de ce colloque. Ce rejet, il est souvent instrumentalisé politiquement. J'ai cru comprendre qu'il y avait quelques allusions à une réunion politique contemporaine d'aujourd'hui qui avait lieu et qui est ni plus ni moins effectivement qu'une instrumentalisation politique. Bon, les hasards du calendrier fait qu'on a pas mal cartonné sur ce parti politique-là. Pas de bol, on aurait fait ça un autre jour, c'est notre parti politique qui aurait pris à son compte. Enfin, là, c'est celui-là. Tous les partis politiques instrumentalisent l'islam, ou ont instrumentalisé l'islam. Le Parti communiste des années 70 l'a instrumentalisé. Le Front National, n'en parlons pas, il en a fait son fonds de commerce. L'UMP est devenu les Républicains aujourd'hui. Le Parti Socialiste aussi, tous ont instrumentalisé. Forcément, c'est une partie du débat politique français. Et quel est le rôle des partis politiques? C'est de gagner les élections, donc de participer au débat politique. Donc ils instrumentalisent, ils font une flèche de tout bois. Ça ne les excuse pas, mais ça montre bien que la difficulté qu'il peut y avoir pour l'islam pleinement appartenant à la nation française à y être finalement reconnu, parce qu'il n'y est pas reconnu pour le moment. C'est une appartenance qui n'est pas assumée par la société française, ni probablement par la nation française. Deuxième axe que je crois important à retenir, dont on a peut-être un petit peu moins parlé, mais c'était normal, et nous en avions parlé, nous avions évoqué cela quand on préparait les différentes interventions de ce colloque. C'est vrai que moi, étant géopoliticien de formation et de métier, j'y suis un petit peu plus sensible, c'est que l'islam est devenu un acteur international. M. Alaki m'a rappelé dans son intervention ce matin les trois grands moments historiques de cette irruption de l'islam comme acteur international, sur la scène internationale: la révolution iranienne, l'Afghanistan, la guerre en Afghanistan contre l'Union soviétique, et maintenant l'ensemble de la mouvance Al-Qaïda, Daesh, etc., cet islam radical qui est devenu un acteur majeur. Je crois que même pour nous Français, on peut dater cette internationalisation, vous voyez ce que je veux dire par internationalisation, de l'islam de plus tôt. La guerre d'Algérie, pour nous, c'était aussi un problème de rapport à l'islam. Les événements d'Algérie, puisqu'on ne leur a toujours pas donné leur nom officiel de guerre d'Algérie. Le problème israélo-palestinien avec toute l'apparition du terrorisme international durant les années 70, il y avait aussi une dimension musulmane. C'était moins flagrant, moins évident que dans les trois événements, qu'à partir des trois événements que vous avez évoqués. Je suis un peu, mais là c'est ma casquette de géopoliticien qui fait ça, je suis un petit peu plus perplexe vis-à-vis de l'intégration de l'islam et du mouvement actuel de l'islam à des grands projets de recomposition qui ont existé, je suis d'accord. Est-ce que le lien, est-ce que c'est aussi pensé? Je ne suis pas certain que des gens à l'immense culture que M. al-Baghdadi, par exemple, se soient plongés dans les projets qui ont été élaborés au Pentagone ou du côté du département d'État américain durant les années 70-80. À mon avis, ils en ont quand même une connaissance très très floue. Que cela rentre dans l'objectif d'un certain nombre de personnes qui instrumentalisent ces mouvements, c'est possible. Ça restera à prouver. Je ne suis pas certain que ça relève d'une stratégie majeure. Mais en tout état de cause, on peut se poser la question. Et on se l'est posée. Merci de l'avoir posée d'ailleurs dans votre conférence. Je crois quand même que dans ce rôle international de l'islam, il y a un petit peu une forme de fantasme qui là, nous Français, nous touche pleinement.
C'est le fantasme d'une opposition de civilisation, d'un choc où, et là j'adhère tout à fait au terme que vous avez dit préféré, qui est de heurts de civilisation, effectivement, il est nettement meilleur que les chocs de civilisation. On a quand même ce bon vieux fantasme de se dire on va se retrouver face à face. Relisez un certain nombre d'écrits qui sont sortis quand en 1991 le système socialiste s'est effondré. Le choc des civilisations, la fin de l'histoire, cette vision un peu millénariste finalement qu'on a voulu imposer, et dans laquelle finalement on réincorpore un petit peu l'islam. Tout ça me paraît quand même assez fumeux, parce que ça ne me paraît pas dépasser le stade du fantasme. L'islam est un acteur international. Pourquoi? Parce que une toute petite partie de l'islam wahhabite qui a été incarnée autour de quelques individus, Oussama Ben Laden, al-Zawahiri et d'autres, aujourd'hui le Baghdadi, se sont dressés contre l'Occident, avec les moyens financiers, militaires, etc., qui étaient les leurs. Est-ce que pour autant on peut en déduire que c'est la nation musulmane, que c'est l'islam qui s'est dressé? Clairement non. Clairement non. L'islam arabe est très minoritaire à l'intérieur de l'islam tout court, et l'islam wahhabite est très minoritaire à l'intérieur de l'islam arabe. Donc la minorité d'une minorité ne faisant pas une majorité, je pense qu'il serait très abusif de parler de choc de civilisation ou de heurts de civilisation active de cela. Mais c'est un fantasme. Et c'est un fantasme qui est utilisé par tous ceux qui, aujourd'hui, en France, et dans toutes les sociétés plus ou moins laïques qu'il y a en Europe occidentale, en Amérique du Nord, en Océanie, dans les pays occidentaux, tous ceux qui veulent essayer d'attiser cette opposition. Troisième axe, on va faire un petit peu ce que tout bon géopoliticien doit faire, ce que toute académie de géopolitique fait, c'est-à-dire se tourner vers l'avenir. Et l'avenir, il est quoi? L'avenir, c'est pour cet islam présent en France, de manière à éviter l'expression islam de France, dont j'ai cru comprendre qu'elle heurtait certains esprits, comme quoi le politiquement correct parfois va se nicher dans des détails extrêmement complexes à trouver, mais tout cet islam présent en France, il a quand même clairement besoin d'un statut. Il est de plus en plus question de lui donner un statut. Ce qui renvoie à ce que je disais à la fin de mon premier axe, ce qui renvoie à cette reconnaissance, à cette façon d'assumer sa place. Lui donner un statut, ce n'est pas lui donner un carcan, ce n'est pas lui donner des limites, c'est tout simplement lui donner aussi une garantie de ses droits et de sa manière de pouvoir vivre à l'intérieur de ça. Et une phrase très bien que j'ai trouvée, une expression très bien dans les propos liminaires du député Miard tout à l'heure, au tout début de notre rencontre, lorsqu'il a dit que 1905, c'était finalement la sacralisation d'une liberté de conscience. Cette liberté de conscience, intimement et individuellement, nous la reconnaissons aux musulmans. Pas tout le monde, mais nous la reconnaissons quand même globalement aux musulmans. Il ne reste pas moins que l'État français, lui, ne la reconnaît pas, tant qu'il n'a pas donné ce statut. 1905 entérine, fait évoluer le concordat de 1801 vers un statut de la religion chrétienne, dans toute sa diversité, vis-à-vis de l'État français. Eh bien, tout ça n'existe pas encore vis-à-vis de l'État musulman, vis-à-vis de la religion, musulmane. En n'oubliant pas que toute liberté exige une réglementation, exige des normes. Je ne crois pas, mais c'est un avis personnel que je donne là, mais je crois qu'on peut le déduire d'un certain nombre des propos qui ont été tenus ici, je ne crois pas qu'il serait prudent, je ne crois pas qu'il serait pertinent, je ne crois pas qu'il serait efficace, prenez l'adjectif que vous voulez, de confier, et là je m'inscris en séparation de ce qui a été dit tout à l'heure par celui qui était mon voisin, qui serait efficace de confier uniquement la détermination de ces réglementations aux seuls acteurs concernés. Que je sache, la loi de 1905, comme le concordat de 1801, comme l'adaptation du concordat de 1808, n'a pas été décidée par les acteurs religieux qui étaient concernés. Elle a été décidée par les acteurs de l'État français. Après, plus ou moins de concertation, plutôt moins en 1905, plutôt plus en 1801 et 1808, mais avec des concertations avec les politiques qui existaient à l'époque. Je crois qu'on ne peut pas complètement laisser les acteurs. Alors après, maintenant, quel statut? Je ne vais pas me lancer à cette heure-ci dans l'élaboration d'un conflit, d'un projet. Certaines idées nous ont été proposées. On a le choix finalement entre deux impératifs à respecter. Un, la liberté individuelle,
donner un statut, il faut quand même que ça privilégie la liberté individuelle de ceux qui veulent croire, mais aussi la liberté individuelle de ceux qui ne veulent pas croire, et qui sont aussi concernés. Deux, c'est la variété de l'islam. Il nous a été rappelé, notamment dans la conférence de M. Hamdi, que tout cela est extrêmement varié. Et on a parlé des sectes, on a parlé de tous ces mouvements-là, qui font un petit peu penser à l'évolution d'ailleurs du christianisme dans la société américaine, avec toutes ces sortes de sectes un petit peu pentecôtistes qui se développent, qui font penser aussi à la manière dont le christianisme s'est fractionné lors des guerres de religion du XVIe siècle. D'une part, concilier la variété de l'objet sur lequel il va falloir réglementer. Qu'on se comprenne bien, quand je dis qu'il va falloir réglementer, ce n'est pas une politique active de la part de l'État pour fixer une réglementation à l'islam. C'est que tout le monde se mette autour de la table pour donner enfin ce statut qui n'existe pas, alors qu'il existe pour les autres religions. J'ai quasiment terminé. Pour cela, il y a un remède simple, je crois, qui relève de tout un chacun, qui relève du législateur, qui relève de l'État, c'est ne pas considérer l'islam comme un cas à part. Or, pour le moment, dans la société française, il est un cas à part. Il est une religion qui n'a pas de statut, alors que c'est une religion fortement présente numériquement. On ne va pas parler de religions qui ne regroupent que quelques dizaines, voire quelques centaines de croyants. L'islam est important en France, mais il n'a pas de statut. Il est donc à part par rapport aux autres religions. Cela exigerait peut-être, mais je crains de faire cela dans le politiquement non correct et d'embraser le reste de l'assistance, cela exigerait sans doute aussi que l'islam cesse lui-même de se considérer comme à part, cesse lui-même d'exiger que les réglementations qui le concernent ne puissent être prises que par les institutions qui ont été créées, pas fortement toujours avec bonheur d'ailleurs, pour le réglementer. On est dans un dialogue, nous ne parlons pas là de préceptes religieux, nous parlons de dialogue avec l'État. Le dialogue avec l'État, par définition, dans le dialogue, il y a deux. Il faudra que l'État y soit associé. J'ai cru comprendre dans certaines interventions tout à l'heure que certains ne le souhaiteraient pas. On ne rentrera pas dans ce débat. Pour ma part, je crois qu'il faut appeler tous, en tant qu'individus, en tant qu'acteurs politiques, en tant qu'acteurs étatiques, à cesser de considérer l'islam comme une religion à part, de l'intégrer dans la place qui est la sienne à l'intérieur de la nation française. C'était un essai de conclusion. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous tous pour nous avoir écoutés. Merci beaucoup de cette conclusion. Je crois qu'on a terminé notre débat. Même si j'ai un petit brin de scepticisme, au fond, c'est quand même une contradiction théorique. Si la laïcité relègue la religion dans le secteur de la vie privée, je ne vois pas pourquoi ce serait l'État qui serait chargé de régir ce secteur de la vie privée. Et c'est-à-dire de l'organiser lui-même. Même que ce ne soit pas seulement avec l'islam, mais avec toutes les religions. Puisque l'islam, comme la religion, c'est du domaine privé. Moi, je pense que c'est arbitraire, je ne sais pas forcément, mais je ne vois pas tellement ce qui justifierait que ce secteur privé, précisément, et intime, soit de la compétence de l'État. Et que ce soit l'État qui en gère les... C'est comme si on gérait la vie conjugale, après tout, pourquoi pas, puisqu'on relègue la religion au niveau de la vie conjugale, de la vie familiale, ou de je ne sais pas quoi. Eh bien, c'est comme si l'État, c'est vrai qu'il essaie bien de s'ingérer dans la vie conjugale, dans la vie compris, dans la vie personnelle, dans la vie privée, mais enfin, je trouve que j'ai un petit scepticisme. Même si pour le reste, il ne faut pas que l'islam, effectivement, soit une... Bon, j'ai beaucoup de points de désaccord. J'ai beaucoup de points de désaccord avec cette conclusion, mais ce sera le sujet peut-être d'un autre débat prochain. D'un autre séminaire.